Un sourire suffisant s'évanouit sur le visage de l'hôtesse de l'air lorsque Camille Dubois, une jeune femme d'origine africaine, brandit son badge officiel de fonctionnaire fédéral devant des dizaines de passagers médusés. Les murmures s'élèvent dans la cabine, les téléphones se lèvent pour filmer, et la femme qui, quelques instants plus tôt, l'avait publiquement humiliée, balbutie maintenant des excuses maladroites. Mais Camille n'en a pas fini. Cette discrimination, pense-t-elle, coûtera des millions à la compagnie aérienne avant l'aube. Cette scène, digne d'un drame shakespearien, s'est déroulée à bord d'un vol Air France Bleu reliant Lyon à Paris. Et ce n'est que le début d'une tempête qui secouera bien plus qu'un simple avion. Asseyez-vous, bouclez votre ceinture et plongez dans cette histoire où une femme, armée de son courage et de son badge, défie un système bien plus vaste que les couloirs étroits d'un Boeing 737. Camille Dubois, 29 ans, appuyait son front contre la vitre fraîche de l'aérogare de Lyon-Saint-Exupéry, observant les avions glisser sur le tarmac avec une lassitude qu'elle ne laissait jamais transparaître. Ses doigts fins, aux ongles impeccablement vernis, tapotaient distraitement sur son téléphone, faisant défiler des courriels professionnels qui semblaient ne jamais s'épuiser. Ses cheveux crépus, soigneusement coiffés en un chignon élégant, encadraient un visage marqué par une détermination discrète mais inébranlable. Camille, fonctionnaire au sein du ministère de la Justice français, section des droits civiques, revenait d'une semaine intense à Lyon, où elle avait bouclé une enquête sur une affaire de discrimination dans un grand cabinet de recrutement. La victoire, bien que significative, l'avait épuisée. Tout ce qu'elle désirait à présent était de rentrer à Paris, prendre une douche brûlante dans son petit appartement du Marais et dormir dans son propre lit. Le vol de nuit n'était pas idéal, mais, fidèle à ses principes de responsabilité budgétaire, une valeur qu'elle chérissait en tant que serviteur de l'État, elle voyageait en classe économique, contrairement à certains collègues qui profitaient de surclassements discrets. Vol Air France Bleu 2471 à destination de Paris-Charles de Gaulle, embarquement dans 15 minutes, annonça une voix enjouée par les haut-parleurs, à peine audible dans le brouhaha du terminal bondé. Camille soupira, glissant une mèche rebelle derrière son oreille. Elle portait un jean sombre, un chemisier blanc impeccable et un blazer léger, une tenue à la fois confortable pour le voyage et suffisamment professionnelle pour refléter son statut. Pourtant, rien dans son apparence ne trahissait qu'elle était une enquêtrice chevronnée, spécialisée dans les affaires de discrimination systémique. À ses yeux, c'était une force. Passer inaperçu lui permettait d'observer le monde tel qu'il était, sans filtre ni faux semblant. Son esprit vagabondait vers un souvenir d'enfance, à l'âge de 11 ans, dans un quartier populaire de Marseille. Elle revoyait son père, un professeur de mathématiques respecté, menotté sous les yeux de voisins curieux, accusé à tort d'être un individu suspect alors qu'il rentrait d'un footing. « Camille, ma chérie », lui avait-il dit après sa libération, les poignets encore marqués par les menottes. « Change le système de l'intérieur. La colère ne suffit pas. Il faut des lois, des preuves, du courage. » Ces mots l'avaient guidé à travers ses études à Sciences Po, puis à l'École nationale de la magistrature, jusqu'à son poste actuel au ministère de la Justice. Alors que d'autres dénonçaient les injustices sur les réseaux sociaux, Camille préférait agir dans l'ombre, avec méthode, accumulant des preuves pour faire tomber les systèmes oppressifs. L'appel à l'embarquement interrompit ses pensées. Elle ramassa son sac à main et sa valise cabine, une Samsonite aux dimensions réglementaires, et rejoignit la file d'attente, déjà encombrée par des voyageurs pressés. L'aéroport grouillait d'une énergie chaotique. Des familles avec des enfants turbulents, des hommes d'affaires en costumes froissés, des étudiants traînant des sacs à dos usés. Camille, observatrice aguerrie, remarqua immédiatement les différences subtiles dans les interactions entre le personnel de l'aéroport et les passagers. Les sourires chaleureux réservés à certains, les regards furtifs ou les tons brusques adressés à d'autres. Les passagers blancs recevaient des explications patientes sur les sièges ou les compartiments à bagages. Les passagers de couleur, eux, devaient souvent se contenter d'instructions sèches, leurs bagages scrutés avec suspicion. Ces micro-agressions, presque invisibles pour un œil non averti, étaient pour Camille des données, des pièces d'un puzzle plus vaste qu'elle avait appris à déchiffrer au fil de ses enquêtes. En tendant son billet à l'agent d'embarquement,
une jeune femme blonde qui la gratifia à peine d'un regard, Camille sentit une pointe de frustration familière. Un rappel discret mais constant qu'elle devait toujours travailler 2 fois plus dur pour être vue, entendue, respectée. Elle prit une profonde inspiration et monta à bord, déterminée à ne pas laisser ces détails gâcher son voyage. Mais elle ignorait encore que ce vol, censé être une simple formalité, allait devenir le théâtre d'un affrontement qui changerait tout. L'allée étroite du Boeing 737 était déjà encombrée de passagers, luttant pour caser leurs bagages dans les compartiments. Camille se fraya un chemin, offrant un sourire fatigué à une famille marocaine dont les enfants s'agitaient bruyamment. Elle atteignit son siège, 23B, un siège du milieu, évidemment. De chaque côté, 2 hommes blancs étaient déjà installés. À sa gauche, près de la fenêtre, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel lisait un journal économique. À sa droite, côté couloir, un homme plus jeune, la trentaine, avec des lunettes à monture fine et un sourire avenant, se leva pour la laisser passer. « Bonsoir, je m'appelle Étienne Martin », dit-il en tendant la main. « Camille Dubois », répondit-elle en serrant brièvement sa main avant de s'installer. Alors que les derniers passagers embarquaient, les compartiments à bagages se remplissaient rapidement. Camille, avec sa valise cabine et son sac d'ordinateur portable, cherchait un espace à proximité. Les hôtesses circulaient dans la cabine, aidant certains à réorganiser leurs affaires. Sophie Lefebvre, la chef de cabine, une femme blonde d'une 40aine d'années au chignon impeccable, assistait avec efficacité plusieurs passagers dans les rangées précédentes. Elle guida un homme d'affaires blanc vers un compartiment à l'avant pour y ranger son sac surdimensionné, puis offrit à une femme âgée de ranger son manteau dans le placard de la première classe. Lorsque Camille leva la main pour demander une aide similaire, Sophie passa devant elle sans s'arrêter, ses yeux glissant sur Camille comme si elle était invisible. Ce n'était pas la première fois. Camille remarqua. Elle remarquait toujours. Elle tenta à nouveau, croisant directement le regard de Sophie, mais celle-ci se détourna, prétendant vérifier les ceintures de sécurité dans une autre section. Le message était clair, bien que subtilement déniable. Étienne, à côté d'elle, haussa un sourcil. « Vous avez besoin d'aide avec votre valise ?» demanda-t-il, remarquant l'interaction. « J'espérais trouver un espace à proximité », expliqua Camille, désignant sa valise toujours dans l'allée. « Les compartiments ici semblent pleins. »« Je vais essayer d'attirer l'attention de quelqu'un », proposa Étienne, mais les hôtesses continuaient de passer sans s'arrêter. Alors que l'équipage annonçait les préparatifs finaux pour le décollage, Camille comprit qu'elle n'avait plus beaucoup d'options. Sa valise contenait des dossiers confidentiels, des notes d'enquête qu'elle ne pouvait pas se permettre de mettre en soute. Elle appuya sur le bouton d'appel au-dessus de son siège, un dernier geste de résistance contre l'invisibilité. La lumière clignota, un signal discret mais insistant. 10 minutes passèrent, puis 15. Les hôtesses continuaient leurs allées et venues, ignorant le voyant lumineux. Sophie Lefebvre s'arrêta pour aider une femme blanche âgée à ranger son sac à main 2 rangées devant, avec un sourire chaleureux qui contrastait avec son indifférence précédente. « Excusez-moi », lança Camille alors que Sophie s'apprêtait à repartir. « J'ai appuyé sur le bouton d'appel il y a un moment. J'ai besoin d'aide pour ranger ma valise. » Sophie la regarda, son sourire se crispant légèrement. « Je m'occupe de vous dans un instant », répondit-elle avant de s'éloigner dans la direction opposée. Camille observa Sophie aider 3 autres passagers, tous blancs, avec des demandes similaires. L'un d'eux avait une valise presque identique à la sienne, mais Sophie lui trouva une place dans un compartiment avant avec une amabilité exagérée. Étienne, mal à l'aise, se pencha vers Camille. « Ce n'est pas normal », murmura-t-il. « J'ai vu la même chose. Elle vous ignore délibérément. » Camille hocha la tête, appréciant son soutien, mais son attention restait fixée sur Sophie. Elle appuya à nouveau sur le bouton d'appel, plus déterminée cette fois. Sophie réapparut enfin, éteignant le voyant sans un mot. « Excusez-moi », dit Camille avec fermeté. « J'ai besoin d'aide pour ma valise. J'attends depuis plus de 20 minutes. » L'expression de Sophie se durcit. « Les compartiments sont pleins, madame. Vous devrez mettre votre valise en soute. » « Il semble y avoir de la place dans les compartiments avant »,
rétorqua Camille calmement. Vous avez aidé plusieurs autres passagers à ranger des bagages plus grands que le mien. Sophie croisa les bras. Ces passagers ont demandé de l'aide plus tôt. Mon bouton d'appel est allumé depuis un quart d'heure, répondit Camille, contenant sa frustration. Et j'ai essayé d'attirer votre attention à plusieurs reprises. Un silence tendu s'installa. Quelques passagers des rangées voisines tournaient de la tête, sentant l'escalade. Une jeune femme de l'autre côté de l'allée, Amina, une étudiante en sociologie, sortit discrètement son téléphone pour filmer. « Êtes-vous en train de suggérer quelque chose ?» demanda Sophie, son ton devenant tranchant. « Je demande simplement le même traitement que celui accordé aux autres passagers, » répondit Camille, son calme d'acier contrastant avec l'agressivité croissante de Sophie. « Je pense que vous compliquez les choses inutilement, » lança Sophie, sa voix portant à travers les rangées. « Si vous vous inquiétiez pour l'espace, vous auriez dû enregistrer vos bagages plus tôt. » Étienne intervint, sa voix claire. « Sa valise est de taille réglementaire. J'ai vu vous aider un passager avec un bagage plus grand il y a 5 minutes. » Sophie lui lança un regard glacial. « Monsieur, restez en dehors de ceci. Si vous avez une plainte, adressez-vous au service clientèle après l'atterrissage. » Elle se tourna vers Camille. « Vous perturbez l'embarquement. » D'autres téléphones se levèrent, capturant l'échange. Une femme âgée, Madame Claire, assise quelques rangs devant, se tourna et lança d'une voix tremblante mais ferme. « Laissez cette jeune femme tranquille, elle n'a rien fait de mal. » Sophie ignora l'intervention et poursuivit. « Si vous continuez, je devrai en parler au commandant de bord. Votre comportement devient problématique. » « Quel comportement ?» demanda Camille, sa voix toujours mesurée. « Demander de l'aide pour ranger ma valise ?» Sans répondre, Sophie tourna les talons et se dirigea vers l'avant de l'appareil. Les autres membres d'équipage échangèrent des regards nerveux, sentant la tension monter. Un steward, Karim, s'approcha prudemment. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il. « J'ai besoin d'aide pour ranger ma valise », expliqua Camille. « J'essaie d'obtenir de l'assistance depuis un moment. » Karim sembla hésiter, jetant un coup d'œil vers l'endroit où Sophie avait disparu. Avant qu'il ne puisse agir, Sophie revint, accompagnée du commandant de bord, un homme d'une 50aine d'années, à l'allure imposante, et d'un agent de sécurité en uniforme, Pierre Dubois, aucun lien de parenté avec Camille. Les têtes se tournèrent dans la cabine, les murmures s'intensifièrent. « Madame » commença le commandant d'une voix autoritaire. « Il semble qu'il y ait une situation qui retarde notre départ. » Sophie intervint immédiatement. « Cette passagère est perturbatrice et refuse de suivre les instructions de l'équipage concernant ses bagages. » Camille resta impassible. « Ce n'est pas exact, commandant. J'ai simplement demandé la même assistance que celle accordée à d'autres passagers. Madame Lefebvre a ignoré mes demandes à plusieurs reprises et déforme maintenant mon comportement. » Mane. Pierre, l'agent de sécurité, sembla mal à l'aise, évitant le regard de Camille. Sophie, elle, haussa le ton. Elle insinue que je la traite différemment à cause de... Quoi, exactement? Le sous-entendu était clair, et plusieurs passagers retinrent leur souffle. À cause d'un traitement inégal, répondit Camille simplement. J'ai observé des différences dans la manière dont vous assistez les passagers, et je ne suis pas la seule. Madame Claire, la passagère âgée, intervint à nouveau. J'ai tout vu. Cette hôtesse a aidé tout le monde sauf cette jeune femme et l'homme là-bas, dit-elle en désignant un passager maghrébin quelques rangs plus loin qui hocha la tête en signe d'accord. Étienne ajouta. Je suis témoin aussi. Ce n'est pas juste. Essayons mal. Sophie lança un regard furieux à Étienne. Monsieur, asseyez-vous, ou vous risquez d'être expulsé vous aussi. Le commandant leva la main. Monsieur, restez en dehors de ceci. Puis, se tournant vers Camille. Madame, je vais devoir vous demander de quitter l'appareil. Camille se leva lentement, consciente des téléphones qui filmaient et des regards fixés sur elle. Très bien, commandant, dit-elle. Mais avant, j'aimerais vos noms complets et numéros d'employés pour mon rapport. Sophie ricana. Un rapport au service clientèle? Bonne chance.
Camille esquissa un léger sourire. Pas tout à fait. Elle plongea la main dans son sac, en sortit un étui en cuir noir, et l'ouvrit avec une lenteur délibérée, révélant un badge doré orné du sceau du ministère de la Justice français. Mon rapport ira directement à la section des droits civiques du ministère de la Justice, déclara-t-elle, sa voix claire et ferme. Je suis Camille Dubois, enquêtrice principale, et je documente des pratiques discriminatoires sur ce vol dans le cadre d'une enquête fédérale. Ah, maman, mais... Un silence stupéfait envahit la cabine. Madame Claire applaudit spontanément, imitée par quelques autres passagers. Amina, la jeune étudiante, zooma avec son téléphone, capturant le moment où le visage de Sophie passa de l'arrogance à la panique. Pierre, l'agent de sécurité, recula d'un pas, visiblement déstabilisé. Le commandant examina le badge de Camille, son assurance vacillant. « Ministère de la Justice ?» balbutia Sophie. « Vous ne pouvez pas faire ça ?» « Au contraire, » répondit Camille. Ce vol a été sélectionné pour observation en raison de plaintes répétées contre Air France Bleu pour traitement discriminatoire. Mon expérience aujourd'hui ne fait que confirmer ces plaintes. Étienne laissa échapper un sifflement admiratif. « Incroyable, » murmura-t-il. Le passager maghrébin, un homme d'une trentaine d'années nommé Youssef, leva la main. « Moi aussi, j'ai été ignoré. Ils ont vérifié mon billet 3 fois, comme si j'avais volé ma place en classe affaires. » Le commandant, tentant de reprendre le contrôle, proposa. « Peut-être pourrions-nous discuter en privé, mademoiselle Dubois. »« Non, » répondit Camille. « La discrimination prospère dans l'ombre. La responsabilité exige la transparence. » Elle désigna sa valise. « Pour commencer, j'aimerais que mon bagage soit rangé conformément à la politique de votre compagnie. » Karim, le steward, s'avança rapidement. « Je m'en occupe tout de suite, » dit-il, soulevant la valise avec soin et trouvant miraculeusement une place dans un compartiment avant. Les réactions dans la cabine variaient. Certains passagers semblaient soulagés, d'autres mal à l'aise, confrontés à une réalité qu'ils préféraient ignorer. Madame Claire, les yeux brillants, lança. « Enfin quelqu'un qui agit. J'ai vu trop d'injustice dans ma vie. » Sophie, humiliée, fut escortée hors de l'avion par le commandant, qui murmura des excuses à Camille avant de retourner dans le cockpit. Alors que l'appareil se préparait enfin à décoller, Camille ouvrit son carnet pour commencer à noter les témoignages. Youssef s'approcha, offrant de partager son expérience. Amina promit d'envoyer sa vidéo à Camille. Étienne, étudiant en droit, demanda s'il pouvait aider à titre bénévole. Assise dans son siège, Camille observa les lumières de Lyon s'éloigner par le hublot. Ce n'était pas seulement une question de valise ou d'un vol. C'était une lutte contre un système qui, sous des apparences polies, perpétuait des injustices quotidiennes. Et elle était déterminée à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. La vidéo de l'altercation à bord du vol Air France Bleu 2471 s'était propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux français. Sous le hashtag #Justice dans l'East Air, des milliers de partages, de commentaires et de débats enflammés éclipsaient les actualités habituelles, transformant l'incident en une cause nationale. Les images granuleuses de Camille Dubois brandissant son badge du ministère de la Justice face à une Sophie Lefebvre désemparée tournaient en boucle sur Twitter, TikTok et même dans les journaux télévisés de France 2. Les gros titres variaient. « Une enquêtrice fédérale démasque la discrimination dans les airs », clamait Libération, tandis que le Figaro optait pour un plus prudent « Polémique à bord d'un vol Air France. Enquête en cours ». À peine descendu de l'avion à Paris-Charles de Gaulle, Camille savait que ce qui avait commencé comme une observation de routine allait devenir une tempête médiatique et politique. Mais elle n'était pas là pour le spectacle. Elle était là pour la justice. Et cette justice exigeait des preuves, de la patience et une détermination d'acier face aux pressions qui, déjà, s'amoncelaient contre elle. Dans le terminal bondé de l'aéroport, Camille avançait d'un pas assuré, son téléphone vibrant sans cesse dans sa poche. Les notifications s'accumulaient, messages de collègues, alertes de son équipe au ministère, et même un texto d'Étienne Martin, le jeune étudiant en droit qui avait été son voisin de siège. « J'ai envoyé la vidéo à votre adresse professionnelle.
Si vous avez besoin d'un témoin, je suis là. Camille esquissa un sourire. Ce genre de solidarité spontanée était rare mais précieuse. Elle répondit brièvement. Merci Étienne. Je vous contacterai pour une déposition officielle. Alors qu'elle hélait un taxi pour rejoindre les bureaux du ministère dans le 7e arrondissement, un homme en costume sombre s'approcha, son badge d'Air France Bleu bien en vue. Mademoiselle Dubois, lança-t-il, sa voix mielleuse trahissant une urgence contenue. Laurent Beaumont, directeur régional des opérations. Pouvons-nous discuter un instant? Camille s'arrêta, son regard perçant fixé sur lui. Monsieur Beaumont, toute communication doit passer par les canaux officiels du ministère de la Justice. Deux avocats en costumes impeccables, portant des mallettes en cuir, apparurent derrière Beaumont. Philippe Moreau, conseiller juridique principal d'Air France Bleu, se présenta le premier. Nous souhaitons clarifier ce malentendu et éviter une escalade inutile. Camille croisa les bras. Un malentendu? J'ai documenté un traitement discriminatoire, corroboré par plusieurs témoins et des enregistrements vidéo. Ce n'est pas un malentendu, c'est un fait. Moreau esquissa un sourire crispé. Nous avons une politique stricte contre toute forme de discrimination. Ce qui s'est passé est l'œuvre d'une employée isolée, déjà suspendue. Nous sommes prêts à offrir des compensations pour votre désagrément. Camille sentit la colère monter, mais son entraînement la maintint impassible. Vous proposez de régler une enquête fédérale avec des bons de voyage? Demanda-t-elle, son ton sec comme une lame. Je suggère que vous prépariez vos dossiers pour les prochaines demandes de pièces. Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et monta dans le taxi, laissant Beaumont et ses avocats échanger des regards nerveux. Alors que la voiture filait vers Paris, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger son rapport préliminaire pour son superviseur, le directeur Marc Lefort. Les faits étaient clairs. Sophie Lefèvre avait ignoré ses demandes d'assistance, favorisé des passagers blancs et tenté de l'humilier publiquement lorsqu'elle avait insisté pour un traitement équitable. Mais ce n'était que la surface. Camille savait, par expérience, que des incidents comme celui-ci n'étaient jamais isolés. Ils étaient les symptômes d'un système plus vaste, et elle était déterminée à en exposer les racines. Au ministère, l'ambiance était électrique. Marc Lefort, un homme d'une 50aine d'années au regard vif et à la cravate toujours légèrement de travers, l'accueillit dans une salle de réunion où une équipe de juristes et d'analystes était déjà au travail. « Camille, vous avez déclenché un raz-de-marée, lança-t-il, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans la voix. Les médias s'enflamment et Air France Bleu a déjà contacté le ministre. Il parle d'entrave et d'abus de pouvoir. Camille s'assit, posant son carnet rempli de notes. Ils peuvent parler. J'ai suivi le protocole à la lettre. Mon identité n'a été révélée qu'après que la discrimination a été constatée et documentée. Elle fit défiler sur son écran les premières plaintes reçues par son équipe, des données statistiques montrant que les passagers de couleur déposaient 3 fois plus de réclamations pour mauvais traitement sur Air France Bleu que la moyenne du secteur. Ce vol n'était pas un hasard, expliqua-t-elle. Nous l'avions choisi en raison de ses tendances. Marc hocha la tête. Vous avez des alliés. La vidéo d'une passagère, Amina quelque chose, est partout. Et un certain Étienne Martin a envoyé un courriel offrant son témoignage. Camille acquiesça. Étienne était à côté de moi. Il a vu toute l'interaction. Et il y a aussi Madame Claire, une passagère âgée qui a dénoncé le comportement de Sophie Lefèvre. Elle marqua une pause, repensant à l'incident. Mais il y a plus. Un steward, Karim, semblait mal à l'aise avec la situation. Je veux le contacter. Il pourrait avoir des informations. Alors qu'elle parlait, son téléphone vibra à nouveau. Un message anonyme envoyé depuis un numéro masqué. « Laissez tomber ou vous le regretterez. » Camille montra le message à Marc, qui fronça les sourcils. « Ça commence, dit-il. Les pressions. Soyez prudente, Camille. Air France Bleu a des connexions politiques importantes. » Elle haussa les épaules. Les menaces ne sont pas nouvelles. Ce qui compte, c'est la preuve.
À cet instant, un courriel arriva de la part d'une certaine Amélie Dubois, un homonyme sans lien de parenté, une hôtesse de l'air d'Air France Bleu. Le message était bref mais explosif. Je travaille sur ce vol depuis 3 ans. Ce que vous avez vécu arrive tout le temps. J'ai des documents. Pouvons-nous parler? Camille répondit immédiatement, proposant une rencontre discrète dans un café du quartier latin le lendemain. Amélie, comme Maria Gonzalez dans l'histoire originale, représentait une fissure dans la façade de la compagnie. Les lanceurs d'alerte, Camille le savait, étaient souvent la clé pour révéler des pratiques systémiques, mais ils prenaient des risques énormes et elle devrait les protéger. Alors qu'elle terminait son rapport, les réseaux sociaux continuaient de s'enflammer. Le hashtag #Justice dans les SERS était devenu un cri de ralliement pour les victimes de discrimination dans les transports. Des passagers partageaient leurs propres histoires. Un homme sénégalais décrivant des contrôles répétés de son billet, une femme maghrébine racontant comment ses enfants avaient été séparés d'elle sans raison, un couple asiatique dénonçant des remarques condescendantes sur leur bagage. Le lendemain, au café de Flore, Camille rencontra Amélie, une jeune femme nerveuse d'une trentaine d'années, dont les mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de café. « Je pourrais perdre mon emploi pour ça », murmura-t-elle, jetant des regards autour d'elle. « Mais je ne peux plus me taire. » Elle tendit à Camille une clé USB contenant des captures d'écran de communications internes, des manuels de formation et des notes de réunion d'équipage. Les documents étaient accablants. Des instructions codées sur le profilage des passagers à risque, des évaluations d'équipage récompensant les hôtesses qui maintenaient une certaine culture de cabine, et une présentation PowerPoint suggérant des protocoles différents pour traiter les plaintes selon le type de passager. Bien que le mot « race » ne soit jamais mentionné explicitement, les sous-entendus étaient évidents. Les exemples utilisés dans les formations montraient presque exclusivement des photos de passagers blancs pour les cas de traitement prioritaire. « Pourquoi maintenant ?» demanda Camille, son regard fixé sur Amélie. « Vous avez dû voir ces pratiques depuis longtemps. » Amélie baissa les yeux. « Ma petite sœur est métisse. L'année dernière, sur un vol où je ne travaillais pas, elle a été humiliée par une collègue qui a insinué qu'elle n'avait pas les moyens d'être en classe affaires. J'ai eu honte de ne rien dire à l'époque. Mais vous, sur ce vol, vous avez tenu tête. Ça m'a donné du courage. » Camille hocha la tête, comprenant la douleur et le conflit intérieur d'Amélie. « Vous prenez un risque énorme. Les protections pour lanceurs d'alerte existent, mais les représailles peuvent être subtiles. »« Je sais, » répondit Amélie, « mais je ne veux plus faire partie de ce système. » De retour au ministère, Camille transmit les documents à son équipe d'analystes qui confirmèrent leur authenticité. Les preuves s'accumulaient, mais les obstacles aussi. Air France Bleu avait lancé une campagne médiatique agressive, engageant une firme de gestion de crise pour discréditer Camille. Sur Twitter, des comptes anonymes partageaient des extraits hors contexte de ses anciens articles universitaires sur le racisme systémique, la dépeignant comme une activiste biaisée plutôt qu'une enquêtrice objective. Une interview d'un ancien collègue de Sciences Po affirmait qu'elle cherchait toujours des problèmes là où il n'y en avait pas. Même un vieux tweet où elle critiquait les pratiques environnementales de l'industrie aérienne fut exhumé pour suggérer une vendetta personnelle. Dans l'après-midi, Étienne Martin la contacta à nouveau. « Je veux aider davantage », dit-il lors d'un appel. « Je suis en dernière année de droit, et ce que j'ai vu sur ce vol, c'est inacceptable. Je peux organiser les témoignages des autres passagers, si vous voulez. » Camille accepta, impressionnée par son engagement. Elle lui envoya une liste de protocoles pour recueillir des déclarations juridiquement valides. Peu après, Madame Claire, la passagère âgée, appela pour offrir son propre témoignage. « J'ai 70 ans, dit-elle d'une voix ferme. J'ai grandi dans une France où on nous disait que la couleur de peau ne comptait pas, mais j'ai vu trop de fois le contraire. Ce que vous faites, c'est important. » Mais les pressions s'intensifiaient. Un courriel d'Air France Bleu, signé par Philippe Moreau, proposait une offre alléchante. 1 million d'euros pour une association de lutte contre le racisme de son choix, une révision des protocoles de formation et un poste de consultante senior dans un nouveau comité de diversité, en échange de l'abandon de l'enquête et d'un accord de confidentialité.
Camille lut le message à Marc, qui secoua la tête. « Ils sont désespérés, dit-il. Une telle somme pour un incident isolé? Ils savent que vous avez touché un nerf. » Camille répondit au courriel en une ligne. Toute tentative d'influencer une enquête fédérale sera signalée à la division éthique. Le soir même, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Mademoiselle Dubois ?» demanda une voix masculine, suave mais froide. « Je suis François Lambert, vice-président de Galliard Partners, principal investisseur d'Air France Bleu. Cette affaire pourrait nuire à des milliers d'emplois. Nous pouvons trouver une solution raisonnable. » Camille resta silencieuse, attendant. 2 millions d'euros pour une cause de votre choix et un poste de direction dans notre fondation philanthropique. En échange, vous classez l'incident comme une erreur individuelle. Camille répondit calmement. « Monsieur Lambert, je vais transmettre cet appel à notre service d'éthique comme tentative d'obstruction à la justice. » Elle raccrocha, son cœur battant, mais sa détermination renforcée. Alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, un texto d'Amélie arriva. « Ils savent que j'ai parlé. J'ai été suspendu aujourd'hui. Continuez, je vous en prie. » Camille sentit le poids de cette responsabilité. Amélie, comme tant d'autres avant elle, risquait tout pour la vérité. Mais un autre message, cette fois d'un député de l'Assemblée nationale, apporta une lueur d'espoir. « Mademoiselle Dubois, nous suivons votre enquête. La Commission des Transports souhaite vous entendre. Vous avez notre soutien. » Camille ferma son ordinateur, regardant par la fenêtre les lumières scintillantes de Paris. La bataille ne faisait que commencer, mais les vagues de la vérité, une fois lancées, étaient impossibles à arrêter. Dans la salle d'audience de la Commission des Transports de l'Assemblée nationale, sous les ors de la République, Camille Dubois se tenait droite, son regard fixé sur le PDG d'Air France Bleu, Charles Dupont, qui transpirait sous l'éclat des projecteurs et les questions incisives des députés. « Monsieur Dupont, pour être clair, » lança la députée Amélie Fournier, une femme à la voix tranchante, « vos documents internes ordonnaient explicitement aux équipages de traiter différemment les passagers selon des profils qui, par un hasard troublant, correspondaient à des caractéristiques raciales. » Dupont, un homme grisonnant en costume sur mesure, s'agita sur son siège. « Ces documents n'étaient pas autorisés et ne reflètent pas nos politiques officielles, » répondit-il, son ton défensif trahissant une nervosité croissante. « Pourtant, » rétorqua Fournier en brandissant une liasse de preuves, « ces instructions ont été utilisées dans des formations pendant plus de 5 ans et les employés qui les ont contestées ont été marginalisés ou licenciés. » Dans la galerie, Camille observait la scène avec un mélange de satisfaction et de vigilance. Ce moment, fruit de mois de lutte acharnée, n'était pas une fin, mais un tournant. Ce qui avait commencé comme un incident isolé à bord d'un vol Lyon-Paris s'était transformé en une croisade nationale contre la discrimination systémique dans l'industrie aérienne française. 6 mois après ce vol fatidique, l'enquête de Camille avait pris une ampleur sans précédent. Les vidéos virales, les témoignages des passagers et les documents internes fournis par Amélie Dubois, l'hôtesse de l'air lanceuse d'alerte, avaient révélé un système profondément enraciné de pratiques discriminatoires, non seulement chez Air France Bleu, mais dans l'ensemble du secteur aérien. Camille avait passé des nuits blanches à compiler des preuves, à interviewer des témoins et à contrer les tentatives de la compagnie pour étouffer l'affaire. Air France Bleu avait déployé tout son arsenal. Des avocats de haut vol, des campagnes médiatiques orchestrées, des pressions politiques auprès des ministères. Mais la vérité, une fois libérée, était une force que même les puissants ne pouvaient contenir. Les témoignages s'étaient multipliés, portés par des passagers comme Youssef, qui avait raconté ses contrôles répétés en classe affaires, et Madame Claire, la passagère âgée dont la voix tremblante mais ferme avait galvanisé d'autres victimes à briser le silence. Le soutien public s'était cristallisé autour de Camille, mais il n'était pas unanime. Les réseaux sociaux, bien que majoritairement en sa faveur, étaient devenus un champ de bataille. Des comptes conservateurs accusaient Camille d'avoir provoqué l'incident pour faire avancer une « agenda woke », tandis que des influenceurs de gauche la présentaient comme une héroïne de la justice sociale.
Une émission sur CNews avait même suggéré que son enquête était une chasse aux sorcières contre une industrie essentielle à l'économie française. Mais pour chaque attaque, il y avait des voix nouvelles, des passagers, des employés, des citoyens ordinaires qui partageaient leurs propres expériences de discrimination. Étienne Martin, l'étudiant en droit qui avait filmé l'altercation initiale, avait fondé une association, Égalité dans les airs, pour mobiliser les voyageurs fréquents à documenter et signaler les traitements inégaux. Son site web, lancé avec l'aide d'une équipe de bénévoles, recueillait déjà des centaines de témoignages. Dans la salle de la commission, Camille écoutait attentivement alors que Fournier pressait Dupont sur les licenciements d'employés comme Amélie. Votre compagnie a suspendu Mademoiselle Dubois pour accès non autorisé aux documents internes, mais le timing suggère des représailles pour son rôle de lanceuse d'alerte. Comment justifiez-vous cela? Dupont bafouilla, cherchant ses mots. Nous enquêtons sur toutes les allégations, mais nous respectons strictement les lois du travail. Camille échangea un regard avec Marc Lefort, son superviseur, assis à ses côtés. Ils savaient tous deux que la défense de Dupont était fragile. Les documents d'Amélie, combinés aux témoignages de passagers et aux analyses statistiques de l'équipe de Camille, avaient révélé un schéma clair. Les plaintes des passagers de couleur étaient systématiquement ignorées ou minimisées, tandis que les employés qui dénonçaient ces pratiques étaient marginalisés. La pression politique avait été intense. Air France Bleu, avec ses liens étroits avec certains cercles du gouvernement, avait tenté de faire dérailler l'enquête. Un sénateur influent avait appelé le ministre de la Justice pour suggérer que Camille avait outrepassé ses fonctions, qualifiant son opération de « abus de pouvoir ». Un courriel anonyme, probablement envoyé par un cabinet de relations publiques, avait fuité dans la presse, affirmant que Camille avait un passif d'activisme qui compromettait son objectivité. Mais ces attaques s'étaient heurtées à un mur de preuves irréfutables. Les documents d'Amélie montraient des instructions codées pour profiler les passagers, des évaluations internes récompensant les équipages qui maintenaient une image de marque homogène, et des statistiques révélant des disparités flagrantes dans la résolution des plaintes selon l'origine ethnique des plaignants. Camille avait également reçu un soutien inattendu. Madame Claire, la passagère âgée, était devenue une figure emblématique. Invitée sur France Inter, elle avait raconté avec émotion comment, dans les années 60, elle avait été humiliée dans un train pour avoir osé s'asseoir en première classe. « J'ai vu trop d'injustices dans ma vie », avait-elle déclaré, les larmes aux yeux. Cette jeune femme, Camille, m'a donné espoir que la France peut changer. Son témoignage avait touché des milliers d'auditeurs et une pétition en ligne demandant une réforme de l'industrie aérienne avait recueilli plus de 100 000 signatures. Étienne, quant à lui, s'était révélé un allié précieux. Il avait organisé des groupes de discussion avec d'autres passagers du vol, collectant des dépositions juridiquement valides qui renforçaient le dossier de Camille. « Je veux faire carrière dans le droit public », lui avait-il confié lors d'une réunion dans un café près de la Sorbonne. « Ce que vous faites, c'est ce que je veux apprendre. » Mais le moment décisif était survenu la veille de l'audience, lorsque le procureur général, Jean-Marc Vasseur, avait annoncé une résolution historique. Après des mois de négociations, Air France Bleu avait accepté de payer une amende record de 250 millions d'euros, la plus importante jamais imposée dans une affaire de droits civiques en France. La compagnie s'était également engagée à mettre en œuvre des réformes radicales sous la supervision d'un comité indépendant. Une formation obligatoire contre les discriminations pour tous les employés, un système transparent de signalement des plaintes et la publication annuelle de données sur les plaintes des passagers, ventilées par race, genre et autres caractéristiques protégées. Plus importante encore, l'enquête de Camille avait déclenché une révision réglementaire à l'échelle de l'industrie, obligeant toutes les compagnies aériennes opérant en France à adopter des normes similaires. Dans la salle, alors que Dupont continuait de répondre aux questions avec une maladresse croissante, Camille reçut un texto d'Amélie. « Ils m'ont réintégré avec salaire rétroactif. Je préside maintenant le Conseil de diversité des employés. Merci. » Amélie, après avoir été licenciée pour ses révélations, était devenue une figure centrale de la réforme interne d'Air France Bleu.
Sophie Lefebvre, l'hôtesse à l'origine de l'incident, avait suivi une formation intensive sur les biais inconscients et publié des excuses publiques. Dans une interview à l'Obs, elle avait admis: Je ne me voyais pas comme raciste, mais j'ai dû affronter mes préjugés. Cette expérience m'a changé. Camille, bien que sceptique face à ce mea culpa médiatisé, reconnaissait que de telles transformations, même imparfaites, étaient un pas vers le progrès. Alors que l'audience touchait à sa fin, la députée Fournier se tourna vers Camille, invitée à prendre la parole. Mademoiselle Dubois, votre enquête a révélé des vérités que beaucoup préféraient ignorer. Que ressentez-vous face à ce résultat? Camille se leva, son calme habituel masquant l'émotion qui bouillonnait en elle. Ce n'est pas une victoire personnelle, répondit-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. C'est une victoire pour tous ceux qui ont subi des injustices dans l'ombre. Amélie, qui a risqué sa carrière. Madame Claire, qui a trouvé le courage de parler. Étienne, qui a choisi de s'impliquer. Et des milliers de passagers dont les plaintes n'ont jamais été entendues. La justice n'est pas un moment, c'est un processus. Et ce processus ne fait que commencer. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la galerie. En sortant du Palais Bourbon, Camille fut assaillie par une foule de journalistes. « Mademoiselle Dubois, comment vous sentez-vous après avoir transformé une industrie entière ?» lança un reporter de BFM TV. « Ce n'est pas une question de transformation, » répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Il s'agit de rendre visible ce qui était caché, de donner une voix à ceux qui étaient ignorés. Le crédit revient à tous ceux qui ont osé parler. » Alors qu'elle s'éloignait, un courriel arriva du ministère. Elle venait d'être nommée à la tête d'une nouvelle division des droits civiques dans les transports, créée pour superviser les réformes à travers tous les modes de transport publics en France. C'était une reconnaissance, mais aussi un défi, une invitation à institutionnaliser le changement qu'elle avait initié. Quelques semaines plus tard, Camille embarqua sur un vol pour Marseille, où elle rendait visite à ses parents. Assise près du hublot, elle observa l'équipage, désormais plus diversifié, traiter chaque passager avec une attention égale. La chef de cabine, une femme noire d'une 50aine d'années nommée Fatou, s'arrêta à s'arranger. « Mademoiselle Dubois ?» murmura-t-elle, un sourire discret sur les lèvres. « Ma fille voyage souvent pour ses études. Depuis votre enquête, elle me dit qu'on la traite différemment, avec respect. Merci. » Camille hocha la tête, touchée par cet aveu. Ce genre de reconnaissance, plus que les titres ou les honneurs, donnait un sens à son combat. En regardant par le hublot les lumières de Paris s'éloigner, Camille repensa à son père, à ce jour où, enfant, elle lui avait promis de réparer le système. Ce vol, cette confrontation, n'était qu'un pas sur un long chemin. La discrimination systémique, enracinée dans des décennies de pratiques tacites, ne disparaîtrait pas en une nuit. Mais chaque témoignage, chaque réforme, chaque voix libérée était une pierre ajoutée à l'édifice de l'égalité. Camille ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger les lignes directrices pour sa nouvelle division. Les mots de son père résonnaient encore. La justice n'est pas une destination, c'est un chemin qu'il faut parcourir chaque jour avec courage. Alors que l'avion survolait la France, transportant des passagers de toutes origines, Camille savait que ce chemin, bien que semé d'embûches, était plus clair qu'il ne l'avait été 6 mois auparavant. Grâce à un vol, un moment de résistance et au courage de ceux qui l'avaient soutenu, des milliers de voyageurs pouvaient désormais avancer dans le monde avec un peu plus de dignité, un peu plus d'égalité, un peu plus de justice. Et cela, Camille le savait, valait chaque lutte. L'histoire de Camille Dubois, une enquêtrice fédérale qui a défié la discrimination systémique à bord d'un vol Air France Bleu, est bien plus qu'un simple récit d'un affrontement dans les airs. C'est une leçon de courage, de persévérance et de responsabilité individuelle face à l'injustice. Dans le contexte de la culture française, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de l'identité nationale, cette histoire résonne profondément, mettant en lumière les écarts entre ces principes et leur application dans la vie quotidienne. À travers l'expérience de Camille, nous pouvons tirer des enseignements précieux pour notre propre vie, que nous soyons confrontés à des injustices similaires ou que nous cherchions à devenir de meilleurs alliés dans la lutte pour l'égalité.
Tout d'abord, l'histoire de Camille illustre le pouvoir de l'action individuelle face à l'injustice. Lorsqu'elle a été confrontée au traitement discriminatoire de Sophie Lefèvre, Camille aurait pu choisir le silence, comme tant d'autres avant elle. Après tout, dans une société où l'on valorise souvent la discrétion et l'évitement des conflits, il est tentant de baisser les yeux face à une micro-agression, surtout dans un espace confiné comme un avion. Mais Camille, forte de son expérience et de sa conviction, a choisi de s'opposer calmement mais fermement. Cette décision reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française. La défense de la justice, même au prix d'un inconfort personnel. Pour nous, cela nous rappelle que chaque moment où nous choisissons de parler, même face à une petite injustice, peut avoir un impact. Que ce soit dans un métro parisien bondé, dans un bureau ou dans une salle de classe, prendre la parole pour défendre ce qui est juste est un acte de courage qui peut inspirer d'autres à faire de même. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de la solidarité. Sans les interventions d'Étienne, de Madame Claire et d'Amélie, l'enquête de Camille aurait pu être étouffée par la puissance d'Air France Bleu. Étienne, en tant qu'allié, représente ceux qui, bien que non directement touchés par la discrimination, choisissent de s'impliquer. Sa décision de filmer l'incident et de témoigner montre que la lutte contre l'injustice n'est pas seulement l'affaire des victimes, mais de tous ceux qui croient en une société plus équitable. Dans la culture française, où la solidarité est célébrée à travers des mouvements collectifs, des grèves aux manifestations, cette leçon est particulièrement pertinente. Elle nous pousse à réfléchir. Combien de fois avons-nous été témoins d'une injustice sans agir, par peur de déranger ou parce que ce n'était pas notre problème? Être un allié actif, comme Étienne, signifie reconnaître que l'injustice subie par un autre est une atteinte à notre propre humanité. L'histoire d'Amélie, l'hôtesse de l'air qui a risqué sa carrière pour fournir des preuves, nous enseigne également le coût du courage. Dans un pays comme la France où les lanceurs d'alerte sont protégés par la loi mais souvent confrontés à des représailles subtiles, son choix de parler malgré la peur du licenciement est un acte héroïque. Cela nous rappelle que le changement systémique dépend souvent de ceux qui, de l'intérieur, osent défier les normes. Pour nous, dans nos propres cercles, qu'il s'agisse de notre lieu de travail, de notre communauté ou même de notre famille, cette leçon nous invite à examiner les pratiques injustes auxquelles nous participons peut-être inconsciemment. Avons-nous le courage de signaler une injustice, même si cela nous met en danger? Amélie nous montre que le silence, bien que confortable, perpétue l'injustice, tandis que la vérité, même coûteuse, est libératrice. Un autre enseignement clé est la nécessité de la persévérance face aux pressions institutionnelles. Air France Bleu, avec ses avocats, ses relations politiques et ses campagnes médiatiques, a tout fait pour discréditer Camille. Dans une société française où le pouvoir des grandes entreprises et des élites peut sembler écrasant, l'histoire de Camille nous rappelle que la justice exige une ténacité sans faille. Elle a refusé les offres de compromis, 1 million d'euros, un poste prestigieux, parce qu'elle savait que ces concessions ne feraient que préserver le statu quo. Cette détermination reflète une valeur française essentielle: l'intégrité. Comme les grands penseurs des Lumières, de Voltaire à Rousseau, Camille a choisi de défendre la vérité plutôt que de se plier aux pressions pragmatiques. Pour nous, cela signifie que dans nos propres combats, qu'il s'agisse de défendre nos droits au travail, de lutter contre les inégalités dans nos communautés ou de résister à la tentation de l'inaction, nous devons rester fidèles à nos principes, même lorsque le chemin est difficile. Enfin, l'histoire souligne l'importance de la représentation dans les positions de pouvoir. Sans son badge du ministère de la Justice, Camille n'aurait été qu'une passagère de plus, dont la plainte aurait probablement été ignorée. En France, où les débats sur la diversité dans les institutions sont souvent tendus, cette réalité nous pousse à réfléchir à l'importance d'avoir des voix diverses dans les sphères de décision. Camille, en tant que femme noire dans un rôle d'autorité, a pu utiliser sa position pour faire entendre ceux qui n'ont pas de voix. Cela nous invite à soutenir des politiques et des initiatives qui favorisent l'inclusion dans tous les secteurs, de la politique à l'entreprise, en passant par l'éducation, afin que la justice ne dépende pas du hasard d'un badge, mais devienne une norme universelle. Appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne signifie d'abord apprendre à reconnaître les injustices, même les plus subtiles. En France,
où l'idéal républicain d'égalité peut parfois masquer les inégalités réelles, cela demande une vigilance accrue. Par exemple, dans nos interactions quotidiennes, prenons-nous le temps de remarquer si quelqu'un est traité différemment à cause de son apparence, de son accent ou de son origine? Ensuite, cela signifie agir, que ce soit en intervenant directement, comme Étienne, ou en soutenant ceux qui luttent, comme Madame Claire. Enfin, cela nous appelle à réfléchir à notre propre rôle dans les systèmes qui nous entourent. Sommes-nous complices par notre silence ou contribuons-nous au changement par nos actions? En conclusion, l'histoire de Camille Dubois est un rappel vibrant que la justice n'est pas un don, mais une conquête. Elle nous inspire à être courageux, solidaires et persévérants dans notre quête d'un monde plus équitable. Dans l'esprit de la France, pays des droits de l'homme, chaque pas vers l'égalité est un hommage à notre héritage commun. Alors, à vous qui lisez ceci, quelle injustice avez-vous vue récemment? Auriez-vous le courage de parler, comme Camille, ou de soutenir, comme Étienne? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et dites-nous, seriez-vous un numéro 1, prêt à agir, ou un numéro 2, hésitant à vous impliquer? Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message de courage et de responsabilité, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants sur la lutte contre l'injustice. Ensemble, faisons de l'égalité non pas un slogan, mais une réalité. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.